Avant de commencer cet épisode, je vous encourage à vous abonner, à liker cette vidéo et à partager ce contenu s'il vous plaît, bien entendu. Et vous pouvez également retrouver tous les épisodes de Radioactif sur Spotify. Alors comme vous le savez, le 10 septembre 2025, Charlie Kirk, qui est un influenceur conservateur et le fondateur de Turning Point, s'est fait assassiner sur le campus de l'Utah. Et en fait, il s'était fait connaître pour venir dans les universités, tendre des micros pour débattre avec les étudiants. Et sa mort m'a beaucoup marqué parce que c'était filmé devant tout le monde, donc j'ai pu voir les images et elles sont choquantes. Mais au-delà de ça, on avait sensiblement le même âge, lui et moi, et il avait des pensées conservatrices. Ce qui m'a touché aussi, c'est qu'il était extrêmement bienveillant vis-à-vis de la jeunesse, de la prochaine génération, voilà, des jeunes gens qui représentent le futur de son pays. Les débats étaient souvent intéressants, que ce soit les étudiants ou lui, il cherchait toujours à déterminer précisément quelles étaient les positions exactes de l'autre avant de répondre et de se laisser le temps de répondre. Donc en fait, Charlie Kirk avait la plus pure démarche démocratique qui puisse exister. C'était vraiment quelqu'un qui aimait passionnément la liberté d'échanger, de confronter les idées, de confronter les faits pour faire émerger les positions les plus intelligentes, et donc on peut vraiment dire qu'il jouait réellement le jeu auquel on s'est tous accordés pour vivre dans cette société occidentale. Or, il y a quelque chose d'intéressant et de révélateur dans ce drame, c'est que suite à son assassinat, la gauche et le centre, d'ailleurs particulièrement en France, souvent juste parce que les journalistes et les influenceurs ne comprennent pas l'anglais, ont pris la peine de longuement expliquer en quoi les idées de Charlie Kirk, qu'ils étaient incapables de citer parce qu'ils sont nuls en anglais, étaient intrinsèquement violentes et que par conséquent il était peu étonnant qu'il subisse lui-même ces violences. Les idées de Charlie Kirk étaient au-delà du tolérable dans le débat, le discours public, il aurait fallu le faire taire de façon légale et que sa parole aurait dû être limitée. Seulement, je vous l'ai dit, si vous êtes anglophone, je vous invite à aller écouter vous-même ces débats. Maintenant, vous pouvez aller sur YouTube, et YouTube génère en fait des traductions orales avec l'IA. Alors, c'est une voix synthétique, mais enfin bon, vous avez le débat quand même. Et vous allez observer que personne en France ne respecte autant les règles du jeu de la démocratie que Charlie Kirk. Donc je me suis demandé, pourquoi est-ce que toutes ces personnes qui s'affirment pourtant attachées aux valeurs démocratiques puissent rationaliser la mort de Charlie Kirk et la justifier? Comment est-ce que 20% de l'électorat démocrate peut considérer que la violence politique est parfois justifiée, contre seulement 3% du côté républicain? Alors pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur un auteur néo-réactionnaire, peut-être le plus violent que j'ai lu jusqu'ici et qui m'a convaincu qu'il n'y a aucun débat démocratique à avoir. L'œuvre dont on va parler, c'est Bioléninisme de Spandrel. Alors, tout d'abord, qui est Spandrel ? C'est difficile de le présenter parce qu'il s'agit d'un auteur anonyme et que je n'ai aucune indication sur sa nationalité. D'après ce que j'ai trouvé, il a commencé à bloguer vers 2010 et il s'est fait connaître particulièrement sur la série de textes qu'on va voir ici, Bioléninisme. Il s'agit d'un texte qui a été traduit par Rage Culture, et donc vous pouvez obtenir le e-book en faisant un don directement chez Rage Culture. Et dans sa préface, Nîmes nous précise que Spandrel a une approche moins systématique, qu'il n'essaye pas d'imaginer un nouveau monde, un monde meilleur, en comparaison par exemple de Curtis Yarvin ou de Nick Land. Mais par contre, ce qu'il fait lui, c'est qu'il dissèque le monde existant. En fait, Spandrel fait partie de ces auteurs qui se posent la question de la structure du pouvoir. Donc on peut commencer à poser sur la table un certain nombre d'éléments pour qu'on puisse vraiment apprécier et comprendre toute l'explication de Spandrel. Mais si vous voulez une définition du pouvoir, c'est la capacité à modifier un environnement. Je suis dans ma maison, elle m'appartient, je veux changer la peinture, je le fais, voilà, j'ai du pouvoir dans cette maison. Il y a un immeuble dans la rue qui me gêne, je peux pas le bouger. Je peux acheter de l'explosif et le faire sauter, mais après je vais aller en prison, donc je n'ai pas de pouvoir sur cet immeuble. Donc avoir du pouvoir dans une société, c'est que vous contrôlez dans une mesure importante l'environnement, vous décidez de ce qui est légal de faire, de dire, vous prenez une quantité de ressources X, vous la louez à Y,
Mais en fait, pendant très longtemps, les autorités des sociétés humaines n'avaient pas forcément de pouvoir en réalité, parce qu'ils n'arrivaient pas à prélever efficacement l'impôt. En fait, de base, c'est très difficile de soumettre les hommes à votre autorité. Alors vous vous dites, il y a juste à les défoncer. Ouais, d'accord, mais toi tout seul, comment tu fais avec tes petits bras pour défoncer tout un pays ? Non, mais d'accord, mais pas tout seul, Anthony, avec un groupe d'hommes. Ouais, mais d'accord. Déjà, pourquoi ce groupe d'hommes te suivrait ? Mais admettons, ils font partie de ta famille, ou tu les as aidés, peu importe la raison, ils te suivent. Bon. Vous formez un clan de combattants germaniques, vous vous faites appeler les hommes libres, ça donne les francs, et vous allez taper des gens. Ok. Mais en fait, sur un territoire comme la France, il y a un ensemble de groupes qui, un par un, sont plus faibles que votre groupe, mais qui, ensemble, sont plus forts que le vôtre. Donc vous pouvez pas non plus faire n'importe quoi avec les impôts. Sachant que ces différents groupes se jalousent entre eux, donc c'est très compliqué de les convaincre de tous donner de l'argent pour des grands chantiers qui seront théoriquement bénéfiques pour tous. Comment le pont qu'on a construit avec les impôts de tout le monde pourrait bénéficier aux Aquitains s'il est construit en Bretagne ? C'est compliqué de répondre à cette question. Et donc on peut se poser la question, comment le roi a obtenu volontairement ou contre son gré davantage de pouvoir et donc davantage de capacité à contrôler son environnement ? L'un des éléments se trouve dans la guerre en fait. Quand un groupe ennemi attaque votre territoire, votre peuple a beau être divisé, tous ses membres savent une chose. Si nous sommes séparés, qu'on se la joue solo dans cette guerre, l'armée ennemie qui est soudée, organisée, structurée autour d'un chef de guerre, va organiser les troupes afin d'optimiser son efficacité, va nous rouler dessus, et s'ils nous roulent dessus, 1, je suis mort, 2, ils prennent ma femme, mes enfants sont des esclaves, 3, ils prennent ma terre, toute ma richesse, le fruit du travail de plusieurs générations, parce que peut-être que la maison dans laquelle vous viviez, c'était celle de l'arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, donc en fait c'est une vie de travail qui va être récupérée en un instant par ces gens. Donc on va s'accorder pour se dire que nous aussi, il faut qu'on se structure autour d'un chef de guerre, d'un roi, ou d'une aristocratie guerrière. Voilà, les meilleurs des combattants vont diriger. On va accepter volontairement de leur céder une part considérable de nos ressources pour que le roi puisse acheter des armes, des flèches, des armures, des vivres, etc. Alors, la question derrière, c'est combien est-on prêt à céder ? C'est compliqué parce que si vous perdez tout. Donc en réalité, on est prêt à céder presque tout. Parce que garder 1%, c'est mieux que garder 0 quand vous êtes mort. Sauf que voilà, la guerre ça ne dure pas. Donc que se passe-t-il quand on retourne à la paix ? On a toujours un roi qui prélève toujours des impôts. Mais maintenant ce pouvoir il se justifie par une chose, c'est que on est encore vivant, si on est vivant c'est qu'on a gagné. Si on a gagné, c'est que le roi il est légitime, voilà, parce que contre toutes les forces de la nature, la providence l'a fait intelligent, charismatique, puissant, sage, les flèches ont, comme par magie, évité son corps, aucune épée n'a percé son corps, les maladies ne l'ont pas éteint, donc face à toute attente, il est probablement l'élu de Dieu, puisque Dieu en fait c'est tout le cosmos, c'est la nature, la gravité, le monde entier, etc. Donc contre toute probabilité, cet individu est là, encore en vie, il vous a mené jusqu'à la victoire. Donc quelque part, c'est que le cosmos l'a élu. Alors évidemment, il n'y a pas une voix de Dieu qui vient vous dire dans votre tête, c'est l'élu de Dieu, c'est juste vous le constatez parce que contre toute probabilité, il a gagné. Et donc ainsi se justifie le pouvoir des meilleurs, l'aristocratie. Le pouvoir des élus de Dieu. La question est maintenant de savoir comment se justifie le pouvoir des communistes. Par quelle ingénierie ont-ils réussi à consolider un pouvoir absolu, peut-être plus grand que celui d'un roi, sur un territoire aussi vaste que l'Empire russe. C'est ce qu'on va voir. Je cite Spandrel. Pour comprendre le marxisme, vous devez comprendre le monde dans lequel Marx vivait. 1848, les révolutions libérales, l'Europe avait parcouru un long chemin depuis le féodalisme, à travers les guerres absolutistes du XVIIe siècle, la montée de l'État moderne, puis la série de révolutions libérales commençant en France en 1789 jusqu'en 1848. Un fil conducteur de toute cette histoire est la montée de l'État bureaucratique. Le féodalisme est une forme de gouvernement très naturelle, c'est essentiellement transposer la hiérarchie d'une armée conquérante en temps de paix. La Chine a commencé comme ça. En 1046 avant Jésus-Christ, les tribus germaniques qui ont conquis l'Empire romain d'Occident ont également fonctionné ainsi. Le roi en guerre devient le roi en paix, les généraux deviennent des comtes, les colonels deviennent des ducs, chacun obtient une parcelle de terre, un ensemble de règles de conduite, un ensemble de devoirs de fidélité. Cela fonctionne assez bien pour maintenir la loyauté, ce n'est pas parfait bien sûr.
Après que des générations passent, les liens originaux de loyauté entre camarades d'armes ne sont plus tout à fait les mêmes. Mais cela a fonctionné raisonnablement bien. Le féodalisme en Chine et en Europe a duré environ 1000 ans. Le problème avec le féodalisme est qu'il est très difficile de faire avancer les choses. Il est difficile de lever des impôts, il est difficile de faire construire quoi que ce soit. Tout le monde est très jaloux de son statut hérité et ne tolérera pas le moindre changement. Puis arrivent les Ottomans, les plus centralisés et obéissants, et le royaume de Hongrie, le plus riche et décentralisé, est massacré à Mohacs. Un État, comme toute organisation, mais de façon encore plus poussée, veut faire avancer les choses. Il veut grandir, étendre son pouvoir et son influence. Et donc le féodalisme a conduit à l'absolutisme. Et l'absolutisme a conduit au libéralisme. Les États libéraux étaient forts, avaient des armées de bureaucrates et des recettes fiscales dont les États féodaux ne pouvaient que rêver. Mais bien qu'ils étaient efficaces, ils étaient en désordre. Le féodalisme est bon pour générer de la loyauté. Le libéralisme est terrible pour ça. Et la loyauté est très importante. Le problème fondamental de la politique est la distinction entre amis et ennemis, disait Schmitt. Un ami est quelqu'un qui est loyal. Donc là, il a introduit une notion qui va être essentielle pour la suite de l'exposé, c'est que le pouvoir par la loyauté, cette notion de loyauté, d'être un ami, ça va être très important d'avoir des intérêts communs. Le 19e siècle qui a détruit l'Ancien Régime en Europe a été un âge d'or économique et scientifique, mais politiquement c'était un chaos. Une révolution chaque décennie, les gouvernements qui duraient des mois, d'énormes scandales chaque semaine, les élections étaient une affaire violente et chaotique. Si quelque chose a été accompli, c'est parce que le chaos politique a cédé la place à la liberté économique, et le secteur privé a fait avancer les choses. Beaucoup de choses accomplies, mais les intellectuels n'étaient pas satisfaits de cela. Les intellectuels sont toujours l'armée de réserve de la bureaucratie. J'adore cette formule. Les intellectuels sont toujours l'armée de réserve de la bureaucratie. Magnifique. Ils veulent que le gouvernement fasse avancer les choses. Portés par les avancées scientifiques des derniers siècles, les intellectuels du XVIIIe et XIXe siècle étaient emplis d'une effervescence contagieuse face à toutes les possibilités qui s'offraient à eux. Tous ces plans d'ingénierie sociale, l'utopie sur Terre, cela semblait si faisable, et pourtant, ils ne pouvaient jamais y parvenir par le processus politique. Ils ne pouvaient tout simplement pas y arriver. Les politiciens et les bureaucrates n'étaient tout simplement pas assez loyaux. Le factionnalisme constant et les luttes internes rendaient toute véritable réforme impossible. Jusqu'au léninisme. Génial déjà. En fait, il y a toujours eu un rêve des intellectuels, autrefois des philosophes, etc., de changer le monde, d'induire avec des idées, faudrait que le monde y soit comme ci, comme ça, mais ils voyaient bien qu'il y avait des limites techniques qui étaient hyper compliquées et qui, en fait, limitaient elles-mêmes la façon dont les intellectuels pouvaient rêver le monde. Ce qui a énormément changé, c'est qu'à la révolution industrielle, avec du charbon et avec toutes les énergies fossiles qu'on a développées plus tard, la machine-outil, les avancées technologiques ont fait que notre pouvoir sur l'environnement était tel qu'on pouvait rêver de façon démesurée et que les intellectuels se rêvaient l'utopie sur Terre à travers ces avancées et notamment en se disant putain mais en fait maintenant qu'on comprend, en tout cas ils avaient l'illusion de comprendre tous les mécanismes qui régissaient la cité des hommes, on pourrait par des plans d'ingénierie sociale créer un paradis. Mais c'était toujours très difficile d'y arriver parce que pour réaliser des grands plans où 100% de la population va dans le même sens, vous étiez en obstacle face au factionnalisme des différents groupes, des différentes familles, des différents clans qui essayaient de tirer les bénéfices les uns vers les autres. Et là, ce qui a changé, c'est le léninisme. Maintenant, le léninisme est très probablement mal nommé. Lénine a en effet fondé le Parti communiste de l'Union soviétique, mais Lénine est mort en 1924, et l'Union soviétique était encore un énorme chaos en 1924. C'est Staline, secrétaire général du PCUS depuis 1922, qui, par les moyens que nous connaissons tous, a vraiment construit le Parti communiste et stabilisé le gouvernement soviétique. Le stalinisme est utilisé pour désigner ses purges brutales et son approche de la justice pénale. Mais il serait plus exact d'utiliser le terme stalinisme pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui le léninisme, la structure de gouvernement des régimes communistes à parti unique. Dites ce que vous voulez sur l'Union soviétique, le Parti communiste était loyal. Et ça c'est vrai, c'est quand même dingue qu'ils aient arrivé à faire ça. Faut que vous vous disiez un truc, c'est que sous le Troisième Reich, ça a vraiment pas duré longtemps l'aventure du Troisième Reich, et pourtant Adolf Hitler s'est pris carrément un attentat. Il y a une bombe qui a sauté de la part d'un des officiers supérieurs de la Wehrmacht pour essayer de le tuer. C'est jamais arrivé en Union soviétique.
Faut quand même se dire ça, c'est incroyable, hein. Jamais un haut gradé du Parti communiste en Union soviétique n'a tenté de mettre fin à la vie de Staline, soit en l'empoisonnant, soit en faisant sauter une bombe, soit en lui tirant dessus. Ce n'est jamais arrivé alors que Staline est mort de vieillesse dans son lit. C'est quand même dingue de se dire ça. Pendant des décennies, ce n'est pas arrivé alors qu'il a fallu moins de 10 ans pour que au moins une tentative sérieuse arrive à Adolf Hitler. Et en fait, ça dit quoi ? Ça dit que si vous voulez vous accaparer du pouvoir, le verrouiller et fidéliser toute la machine pour que ça ne change jamais, en fait, le communisme est beaucoup plus fonctionnel que le nazisme. Il faisait avancer les choses. Choses folles et stupides que le Politburo approuvait étaient réalisées. Oui, il a fallu un certain temps pour atteindre ce résultat. Staline a dû tuer beaucoup de gens. Mais ce n'est pas par la terreur et la cruauté pure que le Parti communiste a fonctionné. Le Parti communiste avait un système qui a fonctionné. Il fonctionne encore aujourd'hui en Chine. Vous avez peut-être remarqué comment les gens en Occident parlent aujourd'hui de la Chine en ces termes. La Chine fait avancer les choses. Elle les fait rapidement et à moindre coût. La Chine a obtenu le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse du monde dans le temps qu'il faut pour creuser un tunnel à Boston. Et pour pas beaucoup d'argent, ce n'est pas une coïncidence, c'est le léninisme en action. Tout pays a une classe dirigeante. Ce que j'appelle loyauté, vous pourriez l'appeler azibaya, la cohérence de la classe dirigeante en tant que telle. Leur capacité à rester ensemble et à s'unir maintenant la structure du pouvoir stable. Le féodalisme avait cela. La noblesse était la classe dirigeante. Ils formaient une société très séparée de celle des paysans. Ils prenaient grand soin que leur pouvoir ne soit jamais contesté. La destruction de ce monde par les libéraux éclairés a abouti à une classe dirigeante qui était moins cohésive et ordonnée. Vous pourriez être libertarien et penser que c'est une bonne chose, et vous pourriez avoir raison. Mais toute organisation veut combattre l'entropie et s'assurer sa stabilité et sa reproduction. Le libéralisme s'est historiquement montré incapable de cela. Le léninisme a été la première solution à ce problème. Le léninisme est bien sûr le socialisme appliqué. Le socialisme était énorme avant même que le léninisme ne soit une chose. Et si le marxisme était et est toujours populaire, ce n'est pas uniquement dû au patronage soviétique. Le socialisme fonctionne en piratant le module de calcul social que les humains ont dans leur cerveau. Rappelez-vous, les humains se soucient profondément du statut. Ça, on va en parler, c'est la deuxième notion hyper importante. La première notion importante de bioléninisme, c'est la loyauté, et la deuxième, c'est le statut social. En fait, on en parle très peu, et c'est marrant que ce soit aussi peu abordé, mais c'est vraiment quelque chose dont tous les êtres humains, et d'ailleurs peut-être tous les mammifères sociaux, sont obsédés. En fait, on est obsédé par le statut social. Le statut est ce qui motive le comportement humain. Tout le monde travaille pour atteindre plus de statut et pour éviter d'en perdre. Le socialisme, bien sûr, vend l'égalitarisme. Il dit aux gens à faible statut qu'ils peuvent en obtenir davantage. La révolution industrielle a efforcé des millions de paysans à se déplacer dans les villes et ils ont tous senti qu'ils avaient perdu du statut dans le processus. Les économistes vous diront que le niveau de vie des ouvriers industriels, selon certaines mesures, s'était en fait amélioré. Et c'est peut-être le cas, mais les ouvriers ne le pensaient pas et ils étaient en colère. Puis viennent ces socialistes avec leur plan pour offrir du statut à ceux qui en manquent. Beaucoup de statut. C'était révolutionnaire. Bien sûr, le christianisme avait déjà promis aux humbles qu'ils étaient moralement supérieurs aux riches. Ces derniers n'iraient pas au paradis, contrairement aux pauvres vertueux. Mais cela ne s'était jamais traduit par un véritable statut dans le monde concret. Le socialisme, lui, promettait des gains tangibles, des biens réels, et c'est ainsi qu'il est devenu une force colossale. Il l'est encore aujourd'hui, c'est littéralement l'équivalent de l'herbe à chat pour les humains, un échec et mat instantané. Je trouve ça génial déjà cette idée qu'il a du socialisme. En fait, vous avez toujours un gauchiste qui vient avec des grands discours hyper nobles. Il y a toujours un mot qui est utilisé par les gauchistes mais qui veut rien dire en fait, qui est juste joli et qui fait rêver. Et c'est libre d'interprétation, c'est l'émancipation. On va vous émanciper. Vous êtes comme si la dimension dans laquelle nous vivons est une prison et qu'il faut vous libérer. Et donc chacun met ce qu'il veut derrière le mot émancipation. Et donc il y a toujours cette notion de on est des héros, on vient vous libérer. Et cependant il dit attends, vire-moi tout le baratin que tu m'offres. En fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fédères des gens pour prendre le pouvoir et avoir du pouvoir et obtenir la fidélité. Comment tu fais ça? Tu prends des gens qui n'ont pas de statut social et tu leur en promets. Et en fait, déjà, c'est une notion qui est hyper importante parce qu'en fait, toutes les sociétés humaines, mais aussi toutes les sociétés animales qui vivent en meute, que ce soit souris, rats, loups, etc., sont caractérisées par une organisation avec des rôles où il y a, vous savez, le fameux mâle dominant, il y a la matriarche, etc.
Et en fait, bien que l'économie c'est un gâteau extensible, c'est-à-dire que plus vous produisez de richesses, plus il y en a, donc en fait le gâteau il peut grossir, en fait, concernant le pouvoir et le statut social, c'est un jeu à somme nulle en réalité. Plus vous en avez, moins les autres ils en ont. Et la force du marxisme-léninisme, c'est tout le principe de la révolution, c'est prendre du statut à ceux qui en ont. Tous ceux qui ont obtenu du statut par la guerre, par ce qu'il appelle lui l'ordre naturel, c'est-à-dire un marché libre, une société libre, et qui sont en fait devenus ce qu'on appelle l'aristocratie, la noblesse, et vous leur arrachez leur statut, et vous le donnez à ceux qui n'en ont pas pour acheter leur fidélité. Je voudrais un peu compléter l'œuvre de Spandrel avec justement développer un peu c'est quoi cette notion de statut social, comment elle est née. Et donc je vais citer Will Storr qui a fait un livre qui s'appelle The Status Game. Et en fait il va s'appuyer sur des biologistes pour développer sa thèse. Et donc il va essayer de répondre à la question d'où les hommes tirent leur pouvoir. Et en fait ce qu'il dit c'est qu'il y a 3 types de pouvoir. Il y a la force, le succès et la vertu. Donc je cite Will Storr. Pour le biologiste, le professeur Edward Wilson, l'utilisation de campements, débutant peut-être il y a des millions d'années, fut un événement crucial. Il décrit les hommes comme des nids, et observe que, contrairement aux animaux, leur coopération dont nous sommes capables a évolué de manière à soutenir une survie collective. Nous élevions les jeunes, partions à la recherche de nourriture au loin, ramenions des provisions à partager, divisions le travail, protégions nos nids en équipe et lancions des raids sur ceux d'autrui. Dans ce monde communautaire et niché, la férocité brutale des hommes était bienvenue et utile. Se placer en tête signifiait dominer la coopération d'une tribu, souvent au détriment des autres. Cependant, des hommes plus pacifiques et intelligents ont commencé à gagner du statut. Lentement, une nouvelle race humaine émergeait, marquée par des schémas subtils d'hormones et de chimie cérébrale régulant leur comportement. Nos squelettes se sont transformés, nos cerveaux aussi, et nos modes de vie ont évolué. Nous portions encore une prédisposition ancestrale à nous organiser en rangs. Nos ancêtres avaient, selon le psychologue, le professeur David Buss, des hiérarchies clairement définies qui coulaient librement du sommet jusqu'à la base. Ces hiérarchies se divisaient naturellement entre jeunes et vieux, hommes et femmes. À l'inverse, les hommes étaient en compétition pour les femmes et les femmes entre elles pour les hommes. Cette évolution a introduit un changement dans la manière dont nous percevions le statut. Hyper intéressant, ici Will Storr il introduit ce qu'est le statut et comment il est né. Et donc de cette vie en coopération, de cette pression de sélection qui a sélectionné la collaboration, mais du coup cette collaboration doit être hiérarchisée. Et il y a des inégalités de statut au sein de tous les groupes, et avoir du statut, donc un statut plus haut, vous permet d'avoir un accès privilégié à des ressources, et surtout à des partenaires de reproduction. Et ce jeu de lutte pour de l'obtention de statut social concerne aussi bien les garçons que les filles, et à peu près tous les âges, donc c'est intéressant. Ce qui comptait, c'était ce que nos coéquipiers pensaient de nous. Nous pouvions gagner ce statut basé sur le prestige en montrant notre utilité au groupe. Cela se faisait de 2 façons. Premièrement, en réussissant, le succès, et en démontrant des connaissances ou des compétences bénéfiques aux autres. Comment raconter des grandes histoires, prédire l'avenir, exceller en tant que chasseur, sorcier, artisan, pisteur, guide. Au Panama, les membres de la tribu Kuna gagnaient du prestige en maintenant un compte précis des tortues marines pêchées, ce qui élevait leur statut parmi les Mariam, un peuple des Torres Strait. Les meilleurs chasseurs y gagnaient le respect des anciens du village, dont les opinions avaient un poids disproportionné lors des réunions publiques ou des différends privés. Deuxièmement, nous pouvions obtenir un statut basé sur le prestige en faisant preuve de vertu, en adoptant des croyances ou des comportements au service des intérêts du groupe. Ce type de statut est accordé à ceux qui montrent un souci du bien commun, font respecter les règles ou se distinguent par leur courage ou leur générosité envers leurs compagnons. En Tanzanie, les chasseurs du Hasda, qui partagent largement leur viande, gagnent un grand statut social, un prestige qui peut se transformer en puissante alliance, en respect d'autres hommes et en meilleur succès dans la recherche de partenaires selon Buss. Les gens s'engagent dans un altruisme compétitif, cherchant à être perçus comme de grands contributeurs au groupe. Bien sûr, le statut est également reconnu chez les altruistes dans les sociétés modernes. Des études montrent que ceux qui font des dons à des œuvres de charité, par exemple, ressentent une augmentation spectaculaire de leur prestige aux yeux des autres. Pour exceller dans ces 2 formes de jeu du prestige, nos cerveaux ont développé une capacité inhabituelle. Ces jeux sont symboliques, contrairement aux concours de domination physique, ils ne se jouent pas dans notre être réel, mais avec notre réputation, hyper important. La notion de prestige est associée à la notion de réputation, de l'opinion des autres. Quelle vision ont les autres de vous?
Nous pouvons concevoir notre réputation comme une version symbolique de nous-mêmes qui existe dans l'esprit des autres. Les cerveaux humains nécessitent la capacité de stocker ces versions symboliques très détaillées de nous-mêmes. Nos mondes neuronaux sont peuplés d'images mentales d'autrui, si vives qu'elles peuvent presque être évoquées à volonté. Donc le jeu du statut social et du pouvoir est génétiquement ancré en nous. Ce que vous dit Wilster, c'est qu'il y a 3 vecteurs du pouvoir, la force, le succès et le prestige. Traditionnellement, la droite obtient le pouvoir par la force et le succès. Par exemple, c'est parce que Elon Musk fait atterrir des fusées qu'il a du statut, par un succès entrepreneurial, industriel. Donc Elon Musk, c'est l'équivalent dans la société du chasseur-cueilleur, du chasseur qui amène tout un bison, enfin le corps d'un bison pour nourrir tout le clan, quoi. Et donc tout le monde dit « Waouh, c'est le meilleur, toute cette nourriture qu'il nous a ramené, merci beaucoup ». Donc en faisant atterrir des fusées, il a ce prestige. Napoléon, c'est un illustre chef de guerre qui est devenu empereur de France et d'une grosse partie de l'Europe. Et en fait, comment il a obtenu ce pouvoir? Par la force, par le succès, parce que il y a le succès dans le combat, mais voilà, le fait de mener les hommes à la guerre, c'est un vecteur de force. Et donc ces paramètres de l'ordre naturel, ce sont les 2 échelles qui permettent de hiérarchiser les hommes dans la pyramide au sein d'une société libre. Le vecteur de pouvoir de la gauche, c'est celui du prestige. C'est contrôler le narratif, la réputation des uns et des autres, répéter des ragots sur les ennemis, donner de la vertu à vos alliés, répéter des mensonges encore sur ceux que vous méprisez, ignorer les vérités, parce que le monde évidemment n'est pas blanc ou noir, il est gris, donc quand quelqu'un que vous détestez fait quelque chose de stylé, il ne faut pas en parler, il faut l'ignorer, il faut faire comme si ça n'était jamais arrivé. Le problème est que lorsque le prestige est dissocié de la force ou du succès, parce que normalement vous avez bonne réputation parce que vous avez fait des choses incroyables, mais si jamais on dissocie, vous faites des choses incroyables mais vous avez quand même mauvaise réputation parce que vos ennemis contrôlent le narratif, il n'y a plus aucun rapport entre votre réputation et ce que vous apportez au groupe. Et donc on se retrouve avec des gens inutiles qui ont un haut statut social parce qu'ils ont bonne réputation, donc des gens faibles, idiots, des criminels, des voleurs qui ont du pouvoir, du prestige, et au contraire, des individus productifs qui se retrouvent en bas de l'échelle et qui n'ont pas de pouvoir, et donc qui n'ont pas l'accès aux ressources nécessaires pour faire des grandes œuvres, n'ont pas accès aux partenaires pour se reproduire, et donc sur le long terme, ce n'est pas viable. Mais évidemment, la durabilité d'une société, les gauchistes, ils en ont rien à foutre. Ils sont comme tout le monde, ils veulent du statut, ils veulent du pouvoir. Comment font-ils pour en avoir? Ils font une révolution, ce qui signifie arracher le statut à ceux qui l'ont obtenu par la force dans l'ordre naturel pour le donner à une armée de bons à rien. Je continue, je cite Spandrel. Le socialisme séduit non seulement parce qu'il promet un statut plus élevé à de nombreuses personnes, mais aussi parce qu'il attire ceux qui, au fond, savent qu'ils ne devraient pas en avoir. Très important, c'est-à-dire que même dans la société léniniste, ceux qui reçoivent du statut à travers le parti savent très bien au fond d'eux qu'ils ne devraient pas en avoir, que ce sont des tricheurs, c'est ça qui est énorme. Il existe une chose qu'on appelle la loi naturelle, l'état naturel de toute société humaine fonctionnelle. La biologie élémentaire nous enseigne que les individus diffèrent, certains sont plus intelligents, plus séduisants, plus rusés ou populaires. Tout le monde sait, dans les tréfonds de notre cerveau reptilien, comment fonctionne la sélection humaine. Les femmes sont instinctivement attirées par les mâles dominants. En réalité, toutes les sociétés humaines finissent par devenir, par défaut, une distribution de Pareto où 20% des individus accaparent le statut élevé tandis que les autres doivent se résigner à leur infériorité. C'est simplement ainsi que les choses fonctionnent. Le socialisme, cependant, promettait de changer cela, et Marx a montré qu'il avait un bon plan. Lénine a ensuite mis ce plan en pratique. Qu'a fait Lénine? Exterminer l'aristocratie naturelle de la Russie et construire une classe dirigeante avec des groupes de personnes de faible statut, ouvriers, paysans, juifs, lettons, ukrainiens. Lénine s'est efforcé de recruter tous ceux qui avaient une rancune contre la société russe impériale, et cela a fonctionné brillamment. Les bolcheviks, un petit parti avec peu de soutien populaire, ont gagné la guerre civile et sont devenus l'impressionnante Union soviétique. L'Union soviétique a promu au début des minorités les femmes, les déviants sexuels, les athées, les sectaires et toutes sortes de marginaux. Tout le monde sauf des Russes intelligents et conservateurs de bonne famille. Dans les pays communistes, le pédigré était très important. Vous ne pouviez pas aller dans le parti si vous aviez le moindre ancêtre koulak, noble ou propriétaire terrien. Seuls les paysans et les ouvriers étaient dignes de confiance. Pourquoi? Parce que seuls les paysans et les ouvriers pouvaient être considérés comme loyaux.
Les riches ou les personnes avec des traits innés qui mènent à être riches auront toujours du statut dans toute société naturelle. Ils s'en sortiront toujours bien. C'est pourquoi on ne peut pas leur faire confiance. Les enjeux ne sont jamais élevés pour eux. Si jamais, ils préféreraient avoir plus de liberté pour réaliser leurs talents. Les gens d'origine paysanne, cependant, venant des bas-fonds de la société, ils savent très bien que tout ce qu'ils ont leur a été donné par le parti. Et donc ils seront loyaux jusqu'à la mort, parce qu'ils savent que si le régime communiste tombe, leur statut chutera aussi vite qu'un marteau dans un puits. Il en va de même pour tout le monde, en particulier pour ces minorités ethniques. Super intéressant, c'est pourquoi on peut pas faire confiance aux gens riches ou aux gens qui, de façon innée, ont des talents, parce qu'en fait ils ont une multitude d'opportunités. Et donc s'ils sont pas d'accord avec vous, ils ont les choix en fait, ils ont du choix, ils peuvent aller dans un pays X ou un pays Y, dans un parti X ou un parti Y, et développer leur talent, et de toute façon avoir ce qui leur revient. C'est pour ça que ce sont les gens riches ou avec du talent sont toujours des gens qui sont pour la liberté, parce que ils ne veulent pas que les autres soient des boulets attachés à leurs pieds qui leur empêchent de réaliser leurs rêves. Or que là, l'intérêt d'avoir des gens qui ont du faible statut et assez peu de compétences, c'est que vous êtes sûr qu'ils n'ont pas 36 000 options de carrière, et donc ils sont bloqués avec vous, et donc tout ce qu'ils ont, ils le doivent à votre parti, donc ils seront fidèles à votre parti. C'est la technique du léninisme pour fédérer des troupes. D'ailleurs, j'ai envie de dire un mot quand on disait que les intellectuels sont l'armée de réserve de la bureaucratie. Ce qui est marrant avec ce mot intellectuel, si vous prenez la définition Wikipédia, qui est assez peu connue quand on dit intellectuel, qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent on se dit, c'est intellectuel, il y a le mot intellect dedans, donc c'est quelqu'un d'intelligent. Et en fait, la définition, c'est un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit. Alors jusqu'ici, on pourrait se dire, est-ce qu'un mathématicien, un ingénieur, etc., on peut pas considérer que ce sont des intellectuels ? Eh on va voir. Ça continue. Qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur des sujets les plus variés et pour défendre des valeurs, qui n'assume généralement pas la responsabilité directe dans les affaires pratiques. Putain, c'est génial quand même que dans la définition Wikipédia, le fait que être un intellectuel, t'assumes rien et qu'il n'y a pas de skin in the game, c'est-à-dire que t'as pas mis ton argent sur la table sur tes analyses ou les valeurs que tu défends, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attache. Si jamais tu dis n'importe quoi, tu perds rien. Ça fait partie de la définition. Et qui dispose d'une forme d'autorité. Donc en gros, ça correspond à quoi ? Ça correspond à journaliste, philosophe, sociologue, mais pas mathématicien par exemple, parce que c'est spécifiquement ceux qui vivent des lettres et des mots. On pourrait se dire, pourquoi les chiffres ? Est-ce que t'es pas un intellectuel quand tu utilises les chiffres ? En fait, tout simplement parce que les chiffres ne servent pas à raconter des histoires. Un intellectuel, au fond, c'est l'évolution du chaman, du druide qui nous raconte des légendes au coin du feu, en fait. C'est juste la version mise sur un plateau télé et qui écrit des bouquins dans une librairie. Mais à la limite, disons, vous pouvez écrire des livres et les vendre, et donc vos revenus dépendent de votre capacité à expliquer des idées plus ou moins complexes et à les vendre au plus grand nombre. Sauf que ici, la classe intellectuelle dont on parle vivent de l'argent public. Donc il y a une forme de léninisme. Pourquoi sont-ils tous à gauche ? Parce que c'est l'idéologie qui leur donne du statut, à travers des médias subventionnés, des postes à l'université. Et de toute façon, vous avez des individus dont l'intelligence est moyenne, c'est un trait qui est quantifié, qui est connu dans la littérature scientifique, et les compétences, du coup, elles ne sont pas rares, puisque vu que c'est le centre de la courbe de Gauss, littéralement, ça veut dire qu'en termes d'effectifs, c'est la part de la population la plus importante, donc c'est la plus facile à remplacer dans le monde du travail. Et donc comme c'est des compétences qui sont pas rares, typiquement journaliste, il n'y a pas de compétences techniques, et ça se voit puisque c'est l'un des métiers en France, l'un des secteurs de métier qui est le plus bouché. De même, en fait, on produit beaucoup trop de doctorants par rapport au nombre de postes disponibles à l'université. Donc mécaniquement, ils sont fidèles à l'idéologie léniniste, au socialisme, parce que c'est l'idéologie qui leur permet l'existence de leur poste. C'est pour cela que vous parlez de doxa, d'idéologie dominante, d'absence de pluralisme dans les médias. Évidemment parce que tous les agents qui produisent de l'opinion sont d'accord entre eux. Il faut des impôts pour payer les intellectuels que nous sommes, car nous sommes importants, nos analyses sont profondes et devraient être écoutées de tous. Et dans cet épisode, pour moi, c'est important de rappeler que leur vrai statut en réalité dépend complètement du léninisme, alors que dans l'ordre naturel, comme dit Spandrel, ces gens n'existeraient pas. Donc on va reprendre avec Spandrel, car on va parler de comment ça se passe en Occident. Et ce qu'il va dire, c'est que l'essor économique réalisé grâce au capitalisme a fait en sorte que même les ouvriers et les paysans ont maintenant une très bonne vie, ce qui les rend difficiles à manipuler par l'attrait du statut social.
Je vous donne un exemple. Alors en France, il y a beaucoup de disparités entre les agriculteurs, mais il y a énormément d'agriculteurs en fait qui ont maintenant, grâce aux machines-outils, c'est des tracteurs qui valent maintenant 300 000 €. Hein. C'est des machines incroyables, dirigées par des IA, satellites, avec la clim et tout, c'est plus comme avant. Hein. Et qui ont une production industrielle tellement importante que maintenant ce sont des géants de l'agroalimentaire. Donc vous allez à la campagne, de temps en temps, vous tombez sur des maisons énormes avec des porches dans le jardin et le mec est agriculteur. Et en fait, juste, il a des centaines d'hectares avec des machines-outils extrêmement performantes et une production hallucinante. Et donc c'est compliqué de dire à ces gens, vote pour moi, on va augmenter les impôts et je te donnerai du statut. Il en a déjà du statut en fait. Donc comment fait la gauche en Occident pour obtenir du pouvoir et donc vers qui elle se tourne ? Ça va être la notion du bio-léninisme. Donc je cite Spandrel. Donc encore une fois, le génie du léninisme était de construire une classe dirigeante à partir de rien et de la rendre cohésive en choisissant explicitement des personnes provenant de groupes à faible statut, s'assurant qu'elles seraient loyales au parti étant donné qu'elles avaient beaucoup à perdre. Cela a si bien fonctionné que c'était la merveille des classes intellectuelles du monde entier pendant 100 ans. Pendant ce temps, que faisait l'Occident ? L'Occident, cet ennemi acharné du communisme mondial dirigé par les États-Unis, quelle a été la réponse américaine au léninisme ? Regardez autour de vous, lisez Vox, allumez la télévision, bon ça suffit. Qui est de haut statut en Occident aujourd'hui ? Les femmes, les homosexuels, les transsexuels, les musulmans, les noirs, il y a même des mouvements qui soutiennent les handicapés et les personnes obèses. Ce que le progressisme est en train de mettre en place, c'est de l'hyperléninisme, le léninisme biologique. Lorsque le communisme prit le pouvoir en Russie et en Chine, c'était encore des sociétés très pauvres et semi-traditionnelles. Il y avait beaucoup de paysans semi-affamés. Et donc, vous pouviez diriger un parti léniniste uniquement sur les ressentiments de classe. N'oubliez jamais la lutte des classes, aimait dire Mao. N'oubliez jamais que vous étiez un cerf et que vous ne l'êtes plus grâce à moi, voulait-il dire. En Occident, cependant, vers 1945, lorsque la paix et l'ordre ont été imposés par les États-Unis, l'économie s'était améliorée au point que la lutte des classes ne fonctionnait plus comme générateur de loyauté. La vie était bonne, le prolétariat pouvait se permettre l'achat d'une voiture et même des vacances. La société traditionnelle était morte, les anciennes échelles de statut basées sur le pédigré familial et la richesse foncière étaient également mortes. L'Occident en 1960 était une société industrielle riche et méritocratique, où le statut était basé sur le talent, la productivité et la capacité naturelle de se frayer un chemin dans les classes dirigeantes. Bien sûr, la politique libérale restait un désordre. Pas de cohésion dans une classe dirigeante qui n'a pas de bonnes incitations à rester unie, mais l'incitation est toujours là. Une classe dirigeante cohésive peut mobiliser le pouvoir et extraire des rentes de toute la société pour toujours. Le fantôme de Lénine est toujours présent. Et ainsi, la flèche de l'histoire continue à se courber dans la direction de Lénine. L'Occident a commencé à construire une structure de pouvoir léniniste, pas ouvertement comme un plan conscient. Cela a simplement fonctionné ainsi parce que les incitations étaient là pour que tout le monde les voie. Et donc lentement, nous y sommes parvenus. Le léninisme biologique, c'est la nature de la cathédrale. Si vous vivez dans une société libre et que votre statut est déterminé par vos performances naturelles, alors il s'ensuit que pour construire une classe dirigeante léniniste cohésive, vous devez recruter ceux qui ont un statut naturellement bas. Dans toute société, les hommes ont des performances supérieures à celles des femmes. Ils sont plus forts, ils travaillent plus dur et ils ont une variance plus élevée, ce qui signifie une partie droite de la courbe plus étendue dans tous les traits, plus de génie. Donc là, il parle de la courbe de Gauss, c'est plus étendu, il y a un plus gros écart type dans la courbe de Gauss. Ils ont une incitation à performer que le marché naturel de l'accouplement fournit. C'est le patriarcat pour vous. Maintenant, je ne veux pas trop insister sur la partie biologique ici. Ce n'est pas le fait que tous les hommes soient de meilleurs travailleurs que les femmes. Dans un patriarcat, il y a beaucoup de statuts non mérités pour les hommes. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le quart de la société est la performance naturelle des hommes. Ces hommes construiront naturellement une société qui les avantage en tant qu'hommes. Certains hommes en profitent sans effort. Certaines femmes sont désavantagées. Il y a beaucoup d'inertie structurelle là-dedans. Mais le cœur est réel. C'est intéressant comme analyse. Lui, il pose ça comme ça, mais en fait, l'analyse est plutôt intéressante. C'est un détail dans tout bio-léninisme, mais je voudrais m'arrêter une seconde dessus. En gros, la théorie du privilège blanc, c'est qu'on observe qu'il y a des différences moyennes entre les groupes de salaire, d'accès au logement, d'incarcération, etc.
et que le groupe des hommes blancs est bien placé dans ces différences et que du coup il y aurait un privilège, c'est-à-dire un préjugé positif sur les hommes blancs et un préjugé négatif sur les autres groupes, donc les femmes, les noirs, etc. Et Spandrell, il nie pas ces différences, simplement il dit qu'il n'y a aucune raison de penser que ces jugements sont a priori, mais peut-être qu'en fait ces jugements sont a posteriori, et que le groupe homme blanc est simplement en moyenne plus performant et respectueux des règles. Donc en gros, il n'y a pas d'injustice, c'est juste la conséquence de différences de performance moyenne. Et que les hommes en fait ont une plus grande incitation darwinienne à la performance, tout simplement du fait du mode de reproduction. En fait, la fécondation chez une femme, ça induit 9 mois de grossesse, donc c'est énorme, hein. Donc mécaniquement, elle va être très sélective sur son partenaire. Alors que pour un garçon, il y a beaucoup moins d'implications, donc ils sont moins sélectifs. Ce qui fait que sur la reproduction, il y a une plus grande pression de sélection sur les garçons. Donc il y a une compétition qui est féroce et une plus grande incitation à être performant, à prendre des risques, parfois des risques absurdes, hein. L'un des métiers les plus dangereux, par exemple, c'est désamianteur. Et il y a que des garçons dedans, parce qu'en fait, il y a un risque énorme de développer un cancer du médiastin, qui est un cancer absolument effroyable, mais ça paye bien. Et donc certains hommes sont prêts à prendre des risques dingues pour avoir de l'argent, pour avoir du statut, et pour avoir en fait accès à des femmes, et donc la finalité, avoir des enfants. Mais ça veut pas dire que tous les hommes sont performants. Et ce que dit Spandrell, c'est que sans doute que des hommes complètement nuls profitent de l'aura du groupe et ont accès à des postes auxquels ils n'auraient pas dû avoir accès, et que certaines femmes plus qualifiées sont désavantagées. Ça, il le nie pas. Et c'est marrant de se dire que justement, il y a des passagers clandestins au sein du groupe des hommes qui vont exagérer le discours de la nullité supposée des femmes. Et c'est peut-être le cœur justement du mouvement masculiniste, c'est les hommes les moins performants qui surcompensent avec un discours hyper dominant parce qu'ils savent qu'en fait ils devraient être en dessous des femmes les plus performantes, quoi. Et on peut se dire que de cette injustice est né le mouvement féministe, de se dire ok, il y a des critères de performance, selon ces critères, les 20 premières places, disons dans la pyramide, selon un classement, sont occupées par des hommes, pas de problème, hein, ils sont juste plus forts. Mais selon ces mêmes critères, la 21e place devrait me revenir à moi, femme, travailleuse, intelligente, qualifiée. Et c'est pas normal de laisser Andrew Tate, qui est con comme un pied, prendre cette place de 21e. Et évidemment, Andrew Tate, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va forcer le trait en disant « Tais-toi la femme, t'es qu'une femme, les hommes ils sont plus forts, je suis un homme, donc je devrais être 21e et toi 22e. » Sauf que, du coup, Andrew Tate, c'est le passager clandestin du groupe homme, et l'effet qui se coule de son existence, c'est que, de façon intéressante, c'est qu'il y a les femmes les moins performantes, on va dire les numéros 300, celles qui sont vraiment loin dans le classement, qui sont donc super nulles. En fait, elles vont s'armer du féminisme pour dire « Ah, vous voyez, les garçons, ils s'entraident, aux dépens des femmes, c'est la mafia, les critères de performance qu'ils utilisent, les avantages, donc en fait, on devrait utiliser le contraire, inverser ces critères, donc inverser la pyramide, comme ça, nous, les 300e, celles qui sommes complètement nulles, on deviendrait première. » Donc les gauchistes féministes sont aussi les passagers clandestins de la colère de la femme intelligente, performante, qui juste veut avoir le bon classement, quoi. Sauf que lorsque vous êtes une femme performante, ça vous intéresse pas de inverser la pyramide, parce que vous êtes bien classé. Donc, et vous êtes bien classé selon les critères qui font que les hommes sont en moyenne bien classés. C'est pour ça que vous avez des femmes conservatrices, très compétitrices, et que les féministes de gauche considèrent comme des traîtresses à la cause, qui auraient intégré la domination masculine malgré elles, etc. En fait, c'est pas des traîtresses. Vous êtes juste nuls et elles sont fortes, en fait, c'est tout. Donc si vous êtes un homme conservateur et que vous croyez dans ces critères de performance d'une société durable et saine, il faut que le classement il soit le plus juste possible. Donc si une femme mérite le poste, donnez-lui. Sinon, vous alimentez en fait le feu des gauchistes. Et quand un type en fait 8 fois trop sur « Ah, les garçons ils sont forts et les femmes elles sont débiles », il y a un truc bizarre, quoi. Sans doute que lui ne fait pas partie des mecs, justement, qui sont forts. Bon, je vais fermer cette parenthèse, et on va lire un peu ce que donne la stratégie bio-léniniste en Occident. Il y a une raison pour laquelle il y a tant de femmes grosses et malveillantes au gouvernement. Où seraient-elles sinon, si le gouvernement ne les voulait pas ? Elles n'ont rien pour elles, à part leur appartenance à la machine du Parti démocrate. Le parti leur donne tout ce qu'elles sont. De la même manière que le Parti communiste avait tout donné à ce gamin paysan moyen qui est devenu un bureaucrate moyen à Moscou. Ne me lancez même pas sur les musulmans hostiles ou les transsexuels.
Ces personnes étaient autrefois expulsées ou enfermées dans des asiles avant 1960. C'est pourquoi le progressisme américain les aime tant. Le peu que ces personnes ont dépend entièrement du patronage de la gauche. Il y a là un pacte avec le diable. Plus quelqu'un est naturellement répugnant, plus il est précieux en tant que membre du parti, car sa loyauté sera d'autant plus forte. C'est bien sûr ce qui est derrière la première loi des relations avec les minorités de Larry Oster. Plus un groupe se comporte mal, plus la gauche l'aime. C'est aussi pourquoi la gauche d'aujourd'hui est la même gauche qui était dans le communisme soviétique à l'époque, très important. C'est la même chose. Ce qu'ils approuvent aujourd'hui scandaliserait n'importe quel gauchiste des années 1920, même des années 1950. Mais c'est la même chose, suivant les mêmes incitations. Comment construire une classe dirigeante cohésive pour manipuler le pouvoir d'État? Avant, c'était la lutte des classes, maintenant c'est la lutte des genres et la lutte ethnique. La lutte ethnique fonctionne en Amérique parce que les immigrés n'ont pas de base de pouvoir territorial, contrairement à la Russie ou à la Chine. Donc, le vieux jeu de donner du statut aux minorités à faible statut fonctionne mieux que jamais. Ça fonctionne encore mieux, contrairement à la Russie de Lénine. L'Amérique a maintenant accès à chaque minorité sur Terre. C'est pourquoi la gauche américaine est occupée à importer autant de Somaliens qu'elle peut. La minorité la moins performante sur Terre. Juste parfait. On va rentrer dans la deuxième partie de l'exposé. Je vous l'ai dit, Spandrell, c'est un auteur néo-réactionnaire et son rejet de la démocratie vient de la mécanique dégénérative du fonctionnement des partis politiques. Pour Spandrell, les partis politiques en démocratie ne favorisent pas le rassemblement d'individus compétents, mais plutôt d'imbéciles fidèles. Quand vous avez une entreprise et que sa performance en fait est une question de vie ou de mort, sinon l'entreprise va faire faillite, vous voulez recruter les travailleurs les plus compétents. Mais les partis politiques n'ont pas les contraintes des entreprises. Il n'y a pas d'obligation à accroître. Si un parti comme Renaissance fait 10% pendant 40 ans, ce n'est pas grave. Son président a sa rente, ses députés touchent leurs indemnisations, les campagnes sont remboursées. Il n'y a pas des actionnaires qui souhaitent qu'il y ait une haute valorisation de la boîte parce qu'ils ont des parts dedans et que du coup ils sont prêts à licencier le président s'il ne se montre pas à la hauteur. C'est faux. Un parti politique appartient à son président qui va choisir sciemment des individus fidèles pour le seconder. Or, ce qu'on a vu, c'est que les individus compétents ne sont pas fidèles puisqu'ils ont d'innombrables opportunités qui se présentent à eux. Par exemple, un punk à chien comme Raphaël Arnaud doit son statut de député à LFI, donc au parti politique. Parce qu'il passe de bon à rien qui vit dans 9 mètres carrés à député avec 6 000 € par mois, les transports qui sont remboursés, un budget pour les logements, 15 000 € de budget pour le matériel informatique, donc ordinateur, téléphone, tablette, donc il doit tout au parti. Alors que un médecin ou un polytechnicien ne perdrait pas en statut social s'il se faisait virer de son parti et qu'il n'était plus député. Un médecin ou un polytechnicien est libre dans sa parole, donc il est infidèle, donc on ne le recrute pas, et donc on ne le met pas sur les listes. Mécaniquement, vous avez une surreprésentation de bons à rien dans les partis politiques, et on se retrouve avec 40% de fonctionnaires à l'Assemblée nationale. Donc je cite Spandrell. La théorie derrière la démocratie supposait que les riches, ayant le temps de s'informer sur les politiques publiques et un intérêt financier direct dans la gouvernance de la nation, se présenteraient individuellement, représenteraient leur circonscription, seraient réélus s'ils faisaient bien leur travail et remplacés dans le cas contraire. Cependant, les lois étant adoptées à la majorité, quelqu'un s'est rapidement rendu compte qu'obtenir une majorité de votes pourrait être extrêmement rentable. L'enjeu n'était plus de représenter, mais de trouver un moyen fiable d'organiser la moitié du Parlement. C'est ainsi qu'ont émergé les partis politiques. Un parti politique est une bête très différente d'un politicien individuel. Un parti politique n'a aucune utilité pour les riches. Leur argent est la bienvenue, mais les riches ont tendance à ne pas être très loyaux. Ils peuvent se permettre d'avoir une personnalité. En tant que leader politique, les politiciens sont vos employés.
Vous n'avez pas besoin d'un personnel très compétent ou qualifié, ils ont juste besoin d'être loyaux, obéissants et avoir une certaine capacité à se faire élire. Cela aide s'ils savent parler et qu'ils passent bien à la télévision, mais c'est à peu près tout. Vous voulez des gens qui sont loyaux, qui voteront ce que vous voulez qu'ils votent. Comme Roissy vous le dirait, un homme ou une femme n'est jamais aussi loyal que ses options. Elle est incroyable cette citation. Comme Roissy vous le dirait, un homme ou une femme n'est jamais aussi loyal que ses options. Donc l'homme politique idéal est celui qui n'a rien d'autre en cours pour lui. Quelqu'un pour qui être politicien est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Quelqu'un qui sait pertinemment que s'il quitte le parti, son statut chutera. Disons Marco Rubio, il jouera le jeu, il a intérêt. Tout système dirigé par des partis politiques se déplacera toujours vers la gauche. Leur modèle économique est basé sur le fait de faire travailler pour eux des personnes de bas statut. Évidemment, ils doivent leur donner quelque chose en échange. Ils doivent motiver les électeurs à voter pour eux. Leur promesse est simple. Vous, gens de bas statut, aidez-nous, votez pour nous, obéissez à nos ordres, et nous vous donnerons un statut élevé. Ne votez pas pour nous, désobéissez, et laissez la droite gagner, et vous resterez de bas statut. Une fois que la gauche l'emporte, ce qui arrivera toujours, car elle est mieux organisée et plus habile à former des majorités, contrairement aux riches crétins qui n'ont aucune vraie raison de se coordonner, les choses suivent leur cours. Les individus de haut statut perdent en politique depuis 300 ans, et alors, ils restent riches, la vie est belle, certes, les impôts sont plus élevés et les femmes sont devenues infiniment plus agaçantes, mais elles sont aussi plus disponibles aujourd'hui, et donc tout n'est pas perdu. Au final, qu'est-ce que ça change ? La gauche gagne toujours, et une fois qu'elle gagne, elle devient de haut statut. Ils ont le pouvoir, et ils essaient très fort de convaincre tout le monde qu'ils ne sont pas vraiment au pouvoir. Non, les forces de réaction rôdent partout, nous devons continuer la lutte, 80% de l'énergie de la gauche est consacrée à produire de la propagande sur la façon dont la droite dirige vraiment tout. Quand la gauche avait des taux d'imposition de 90%, elle parlait encore comme si elle était dans le monde de Charles Dickens. Après 60 ans de féminisme, de discrimination positive et de juifs dans toutes les stations de pouvoir, la gauche de 2017 est obsédée par le racisme systémique, la masculinité toxique et l'antisémitisme. Mais bien sûr, la gauche est au pouvoir depuis 200 ans maintenant. Une fois qu'ils ont obtenu le pouvoir, ils ont profité de leur statut élevé dur pour gagner. Naturellement, ils ont perdu la discipline jusqu'à ce qu'un parti encore plus à gauche apparaisse puis gagne. Et ainsi de suite. Stulu nage toujours vers la gauche. C'est là que se trouve le pouvoir. D'abord, ils ont capturé le système électoral, on peut dire que c'est le plus facile, mais le pouvoir n'est pas seulement au Parlement. La séparation des pouvoirs est, ou du moins était, réelle. Un Parlement peut adopter une loi, l'exécutif pourrait retarder ou carrément ignorer son exécution. Un juge pourrait trouver ou inventer un défaut dans la loi et la bloquer. Il ne sert à rien d'avoir une majorité législative ayant la capacité de faire passer des lois à volonté si vous ne pouvez pas les mettre en pratique efficacement. Le pouvoir est un pouvoir absolu ou ce n'est pas un pouvoir du tout. Mais là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et il y a toujours quelqu'un avec une volonté de pouvoir. Finalement, la gauche a trouvé un moyen. Enfin, 2 moyens. Restez à l'écoute. Nous savons tous à quel point les mécanismes de poursuite du profit sont efficaces et sophistiqués. La politique libérale était aussi cette soupe primordiale où les mécanismes de prise de pouvoir allaient évoluer. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un mécanisme fort, stable et extrêmement contagieux évolue, le socialisme. Il a toujours existé, mais Marx a publié le manifeste communiste en 1848, justement l'année où les révolutions libérales tuaient toutes les monarchies à travers l'Europe. Le socialisme a affiné la politique libérale de la même manière que la comptabilité, en partie double, a affiné la comptabilité des entreprises. Là, c'est un passage qui m'a fait beaucoup rire. Marx, en commençant cette tradition où les juifs semi-assimilés ne comprennent pas l'hypocrisie latente de la société d'accueil, n'a pas vraiment saisi la plaisanterie de l'égalitarisme libéral et l'a simplement poussé à sa conclusion logique. Vous n'êtes pas censés faire ça, les enfants, vous êtes censés comprendre la blague, mais il ne l'a pas fait. Liberté et égalité, d'accord. Abolissons la propriété privée alors. Attendez un peu, vous êtes sérieux ? Abolir la propriété privée ? Il ne pouvait pas être sérieux, je veux dire, allons, la propriété privée, ce n'est pas seulement la base de la civilisation, même les tribus pré-agricoles ont la propriété privée, même les singes aiment posséder des choses, à quel point faut-il être fou pour dire que la propriété privée doit être abolie ? Qui diable va rejoindre ce mouvement ? Eh bien, beaucoup de gens. Ce qui est trop marrant ici, c'est que pour Spandrel, les valeurs des Lumières comme l'égalitarisme qui est présupposé dans la démocratie, en fait c'est une hypocrisie occidentale qu'on se racontait à tous. On savait qu'on n'était pas du tout égaux
Tout le monde sait qu'il y a des grands, des petits, des gens intelligents, des gens beaux et des gens moches. C'est universellement connu. Mais on a décidé de mettre en place une espèce d'hypocrisie latente où de façon implicite on est tous au courant que c'est une hypocrisie, où on dit tous oui on est égaux, toi t'es pareil que moi, on devrait tous avoir les mêmes droits, etc. Et ce qu'ils disent Spandrel, c'est mais en fait il y a des juifs ashkénazes complètement autistes, ils ont pas compris que c'était une blague et que c'était de l'hypocrisie, et ils ont poussé le délire à fond, et allez c'est bon, le mec est devenu complètement fou, il a commencé à faire 500 badges pour mettre en place la société égalitaire et abolir la propriété privée, et lui il est en mode waouh, mais faut se réveiller les gars. C'était une blague en fait, fallait lui dire que c'était des conneries. Vous voyez, le capitalisme était une grande affaire. Il a changé la façon dont toute la société fonctionnait. En termes plus concrets, il a changé le type de personnes qui avaient un statut élevé et qui ne l'avaient pas. Sous le capitalisme, les marchands régnaient, et cela a rendu beaucoup de gens mécontents. Et certaines personnes ne sont tout simplement pas capables de réussir dans le capitalisme. Ce n'est pas si facile. Et vous savez, les gens sont différents. Ce n'est pas de leur faute si soudainement quelqu'un venu d'un milieu modeste, qui ne peut pas bien parler, est plutôt doué pour gagner de l'argent, et donc a soudainement un statut 1000 fois supérieur au leur. Alors qu'il y a seulement 100 ans, il aurait été un membre décent de la société féodale, et cette personne aurait été largement méprisée. Ne pas être bon à quelque chose, c'est difficile. Alors oui, les gens étaient pleins de ressentiment, et le socialisme a exactement répondu à ce ressentiment. En fait, ce qu'on dit pas assez sur le capitalisme, c'est que c'est vrai que ça a permis à beaucoup de gens très débrouillards, mais qui n'étaient pas doués, ou du moins ne s'étaient pas entraînés à l'art de la rhétorique, de bercer de conneries les gens avec des mots, mais en fait étaient extrêmement doués pour acheter et vendre des choses, les réparer, etc., donner un service, optimiser les coûts et les ventes. Et en fait, ces gens-là se sont retrouvés, qui venaient parfois de milieux modestes, se sont retrouvés à avoir un statut social extrêmement élevé grâce au capitalisme, et en écrasant une hiérarchie ancienne, d'un coup, un beauf qui avait construit sa société d'import-export de transport poids lourd, en fait, pouvait être immensément riche, et le philosophe, il était toujours pauvre, l'ancien combattant, en fait, l'armement, l'évolution de la technologie militaire a changé, et du coup, lui-même, son statut a peu évolué, voire a régressé, et donc ça a produit un mécontentement chez certaines personnes en réalité. Bien sûr, le socialisme n'avait pas besoin d'appeler ouvertement à l'abolition de la propriété privée. La société féodale avait la propriété privée. Ils auraient pu simplement appeler à des impôts progressifs, un bien-être social généralisé, des lois sur l'usure, ce genre de choses, mais pourquoi être raisonnable quand cela n'a pas vraiment d'importance ? Un parti politique n'a pas à tenir ses promesses. Surtout pas un parti de gauche. Un parti de gauche est par définition en lutte contre l'establishment. Il ne peut pas tenir ses promesses. Il peut toujours blâmer les pouvoirs en place, et les gens les croiront, parce que, les pouvoirs en place ont du pouvoir, ou alors avaient du pouvoir, et l'inertie est une réalité. Les souvenirs des gens peuvent être inexacts, surtout s'ils ont une bonne raison de ne pas les mettre à jour. Un parti politique peut mentir sans conséquence. Un mouvement politique, c'est-à-dire une version vague et embryonnaire d'un parti politique, peut se permettre de commettre des meurtres. Ils n'ont pas besoin de tenir quoi que ce soit. Ils n'ont pas besoin d'être raisonnables. Ils n'ont même pas besoin d'avoir du sens. Ils ont juste besoin de pouvoir recruter des personnes engagées. Et devinez quoi ? Être déraisonnable vous procure des partisans plus loyaux que d'être raisonnable. Pourquoi ? Encore une fois, parce que les personnes raisonnables, bien ajustées, normales, ont simplement un éventail plus large d'options disponibles pour elles. Elles n'ont pas besoin de s'engager dans un plan fou. Elles peuvent simplement trouver un emploi et mener une vie normale. Pour une personne déraisonnable, inadaptée, étrange, vos options dans la vie sont beaucoup plus limitées. Rejoindre un parti politique fou qui propose l'abolition de la chose même qui rend la société possible est très probablement la meilleure chance qu'ils auront jamais d'atteindre un statut élevé dans leur vie. Alors oui, pourquoi pas, le communisme. C'est intéressant cette partie sur les gens raisonnables et déraisonnables. Faut savoir que le meurtrier de Charlie Kirk avait un profil très étrange. Il était décrit comme par tout le monde, par à la fois ses amis de la fac, mais aussi par sa famille, comme s'étant très renfermé dernièrement, sortait avec un trans dans un appartement un peu obscur, traînait sur des réseaux bizarres, et il se disait lui-même torturé par la haine
que aurait dit Charlie Kirk au point de essayer de le tuer. Donc c'est vrai que en fait, pour recruter ce genre de personnes très motivées, très engagées dans la folie, faut soi-même incarner quelque chose de déraisonnable et de fou pour attirer ces gens-là. Et comme ça, c'est sûr, vous avez des soldats qui sont prêts à tout, hein, vu que votre cause est leur seul moyen pour eux d'avoir du statut. Même si la cause n'a aucun sens et le programme prescrit par cette cause mènerait irrémédiablement à la destruction de la société. Encore une fois, il y a de nombreuses versions de personnes déraisonnables et inadaptées. Certaines personnes ne sont tout simplement pas très douées pour faire face à la société capitaliste. Nées comme ça, sans qu'elles en soient responsables. Écrivains, journalistes, avocats moyens. Des rivières d'encre ont été déversées pour écrire sur la façon dont les intellectuels sont toujours aussi massivement de gauche. Ce qui est étrange étant donné que le communisme ne s'est jamais avéré très agréable pour les intellectuels. Mais le capitalisme donne un statut élevé précisément au type de personnes opposées, le marchand. Les intellectuels détestent cela. Ils sont des socialistes naturels, des socialistes très enthousiastes. Une heuristique facile serait de voir la circonscription naturelle de tout mouvement politique comme les personnes qui, dans le grand jeu à somme nulle du statut social humain, monteraient en statut si ce mouvement politique prenait le pouvoir. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça, ne serait-ce que parce que vous ne pouvez tout simplement pas savoir ce qui va se passer. Les premiers socialistes n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer si le socialisme prenait le pouvoir. Ils disaient qu'ils savaient, mais personne ne connaît l'avenir. L'incertitude est la constante de la vie humaine. Toute information contraire est des bêtises, ou en langage scientifique, un simple signalement. Ce qui est réel, c'est le présent. Donc la circonscription naturelle de tout mouvement politique dissident est constituée de personnes qui, en fait, dans ce même présent, sont en train de perdre dans le grand jeu à somme nulle du statut social humain. Ça, c'est un truc vrai. Si vous lisez l'histoire de l'URSS de Nicolas Werth, vous verrez qu'en fait, tous les bolcheviks qui ont fait la révolution sont en fait en majorité des intellectuels déclassés. Donc c'était des gens qui étaient en train de perdre en statut social. Et donc étrangement, ils sont très très motivés à l'idée de réaliser une révolution et de prendre ce pouvoir, hein, toujours avec les grandes œuvres pour émanciper tout le monde. Ouais, bah c'est marrant que ceux qui sont très motivés à l'idée d'émanciper tout le monde, c'est toujours ceux qui sont en train de perdre du statut. Ça, c'était l'une de mes blagues sur Twitter, c'était une hypothèse, c'est que les individus qui sont des enfants de catégorie sociale professionnelle supérieure, mais qui sont en chute de statut social, en déclin, sont les plus à même à produire des idéologies insurrectionnelles. Le meilleur exemple, c'est Monique Pinson-Charlot, qui est devenue, qui a fait des études minables et qui est devenue sociologue au CNRS, donc c'est payé 2000 balles par mois. Et en fait, c'est la fille d'un grand procureur de la République. Donc en fait, il y a vraiment une chute dans le statut social qui est énorme dans cette famille. Et évidemment, bah c'est quoi elle? C'est sociologiser la bourgeoisie et organiser la révolution. Je continue de citer Spandrel. Ces personnes sont en colère et pleines de ressentiment, et elles feront ce qu'elles peuvent pour perturber la société telle qu'elle fonctionne actuellement. Pour une bonne raison, la vie est assez courte et vous n'en avez qu'une. Personne ne veut perdre en statut. Les conséquences de cela sont assez mauvaises. Perdre dans la hiérarchie signifie en termes zoologiques généraux avoir accès à des partenaires de moindre qualité, ou pas de partenaires du tout. Alors vous pouvez parier que tous ces intellectuels étaient en colère et voulaient se lancer dans n'importe quel mouvement qui leur permettrait qu'ils écraseraient le capitalisme et ses gros bonnets maléfiques. Même si cela enlevait tout ce qui est bon dans la vie au passage, qui s'en soucie? Cela ne rendrait le processus que plus engageant. Encore une fois, la perception de perdre est subjective. Certaines personnes sont tout simplement déraisonnables et inadaptées et ne sont pas contentes à moins d'avoir le pouvoir absolu et un harem de 2000 femmes. Les mouvements politiques ont tendance à abriter un pourcentage disproportionné de ceux-ci, aux côtés de personnes qui sont devenues des perdants sans que ce soit de leur faute. Beaucoup de gens perdent à cause de mauvais choix qu'ils ont faits plus tôt dans la vie, disons à étudier l'art de la marionnette au lieu de quelque chose d'utile. Donc ils perdent et c'est de leur faute. Mais ils ne peuvent rien y faire, et donc ils rejoignent les rangs de l'opposition. Alors vient Lénine qui organise un coup d'État et prend effectivement le pouvoir en tant que communiste formel. Qu'a fait Lénine? Il voulait le pouvoir absolu. Comme tout le monde. Mais il en a en fait eu le courage et la volonté de le faire. La façon dont Lénine a atteint le pouvoir était de faire ce que je viens de vous dire que vous ne pouviez pas faire.
intégrer la classe dirigeante dans son parti politique. Les juges, les bureaucrates, les enseignants, la presse, tout dans le parti communiste. Les partis politiques, rappelez-vous, sont apparus comme un moyen d'assurer la discipline et l'organisation dans la politique électorale. Lénine a tout simplement étendu l'idée à chaque organe de pouvoir en Russie. Et cela a fonctionné. Cela a fonctionné à merveille. Ce n'était pas facile, loin de là. Cela a pris une longue et sanglante guerre. Puis de longues et sanglantes purges. Puis encore plus. Puis la terreur complète de la société. Puis encore plus de purges. Et après 20 ans environ, Staline avait plus ou moins tout mis en place. Il avait atteint le pouvoir absolu. Il contrôlait le parti et le parti contrôlait tout. C'est le léninisme classique. Et il y a la Chine en ce moment, où le même principe s'applique toujours. D'autant plus ces jours-ci après que Xi Jinping a resserré les vis sur certaines zones de pouvoir que le Parti communiste chinois avait relâchées il y a quelques décennies. Le point sur le léninisme est qu'après que le pouvoir absolu est atteint, le cliquet gauchiste s'arrête. Le pays arrête de se déplacer vers la gauche, pas de nouvelles idées, pas de nouveaux efforts pour attirer les personnes de bas statut et les utiliser pour renverser le gouvernement. Oh non, rien de tout cela. Le mouvement gauchiste, toujours en avance, n'était qu'un moyen pour une fin. La fin était le pouvoir. Ça c'est hyper intéressant, c'est que, une fois que la révolution est opérée, le parti ne va plus de plus en plus vers la gauche, vu que, en fait, une fois que vous êtes au pouvoir, vous voulez verrouiller le pouvoir. Donc, en fait, si vous laissez une nouvelle opposition de gauche apparaître, cette nouvelle opposition de gauche va juste faire ce que vous veniez de faire, à savoir la révolution et donc prendre le pouvoir. Sauf que, ce qu'il dit, la conclusion, en fait, de tout ça, c'est que le gauchisme n'est pas un programme que l'on met en place une fois qu'on a le pouvoir. Le gauchisme, c'est le vecteur qui te permet d'arracher le pouvoir. Derrière, tu verrouilles tout, en fait. Une fois le pouvoir atteint, le gauchisme se dissout. Il ne disparaît pas. Il laisse un résidu en ce sens que les États essaient toujours d'avoir une cohérence idéologique avec ce qu'ils ont dit lors de leur fondation. Donc ici, c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours l'idée absurde que l'Occident se dégénère dans un gauchisme woke et que le wokisme, en fait, c'est très loin et très différent de la virilité soviétique, de la solidité du Parti communiste chinois et que, quelque part, l'Occident, en fait, est à gauche et les BRICS sont le monde conservateur, efficace, performant et que les choses sont à l'endroit là-bas. Et ce que vous dit Spandrel, c'est très différent. C'est que le gauchisme a opéré une révolution et donc il y a eu une prise de pouvoir en Russie et en Chine. Et après avoir promis d'abolir 10 000 institutions qui sont en fait vitales pour l'existence d'un pays, comme l'armée, la police, l'État, etc., ces mouvements révolutionnaires présentés comme oppressifs, une fois au pouvoir, en fait, ils se rendent compte que s'ils les abolissent, ils perdent le pouvoir, parce qu'en fait, si vous n'avez pas d'armée ou de police, n'importe qui peut vous éclater et prendre le pouvoir. Donc, vous êtes obligé de virer la moitié de vos promesses. Donc une fois que les révolutions sont réalisées, le processus de gauchisation est partiellement stoppé, et la gauche en Occident en fait a continué à se dégénérer toujours plus vers la gauche, parce qu'elle n'a jamais réussi à opérer une révolution et donc à arracher un pouvoir absolu. Le fait que les gauchistes continuent à dire des âneries toujours plus folles est en réalité un signe que nous sommes encore dans une société libre. Alors que en Russie et en Chine, ok, ça se gauchise plus. Juste, ils se sont arrêtés. Dans le processus de gauchisation de 0 à 100%, ils se sont arrêtés à 60%, et voilà, ils sont en mode, du coup, vu que vous avez des gauchistes qui sont à 80%, en fait, on est plus à droite que vous. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce la Russie et la Chine ne se gauchisent plus qu'ils sont à droite, en fait. Juste, ils sont à 60% de gauchisme. Donc, ce sont des sociétés qui sont sclérosées, verrouillées, sans possibilité pour des individualités fortes d'émerger. Et pour moi, l'exemple le plus récent, c'est Evgeny Prigojine, qui, dans le contexte russe, avec sa compagnie Wagner, en fait, c'était un héros pour la Fédération de Russie. Il n'était pas dans l'armée régulière, et en fait, je vous l'ai dit, les principaux moyens d'avoir du pouvoir, c'est la force, le prestige et le succès, et lui, en fait, il avait tout. Sauf que le pouvoir, je vous l'ai dit, c'est un jeu à somme nulle, donc Prigojine, plus il gagne en pouvoir, c'est-à-dire en réputation, en prestige, en hauts faits, en victoire militaire grâce à sa compagnie Wagner, moins les autres dans le cercle poutinien en ont. Et en fait, c'était à un tel point que l'ancien ministre des armées russes commençait à ordonner des tirs d'artillerie sur Wagner, et donc le commandement de Wagner a décidé de partir vers Moscou. Et la finalité, c'est que Prigojine, il s'est fait tuer dans un avion par l'armée régulière russe. Donc en fait, quand vous comparez avec nos woke, oui, vous avez l'illusion que la Russie et la Chine sont des sociétés traditionnelles, de droite, etc. Mais en fait, c'est juste des vieilles sociétés de gauche, et il n'y a pas de place pour une vraie droite dans ces pays-là.
Alors qu'en Occident, oui, vous avez des woke, vous avez des sociodémocrates du centre, mais en fait, il y a aussi une vraie droite. Et le seul espoir pour qu'une vraie droite émerge sur le globe, c'est que en Occident et pas chez les autres en réalité. La deuxième chose à dire, c'est que la Russie et la Chine ont très bien identifié qu'il y avait un wokisme et que ce wokisme était un boulet pour les sociétés occidentales. Donc certes, eux, ils en veulent pas pour leur pays, mais en fait, ils sont très contents que nous, on l'ait. Parce que en réalité, sans wokisme pour nous traîner la patte, on coloniserait Mars et nos chars rouleraient sur Pékin. Donc objectivement, ces pays ont un intérêt à ce qu'on soit gangréné par ce cancer. Je vous donne un exemple très simple. Tous les centristes en politique en France prétendent défendre l'Ukraine contre la Russie, et en même temps, notre budget militaire, il a toujours été largement inférieur aux objectifs OTAN. Il n'y en a jamais eu des pouvoirs politiques qui ont aussi peu investi dans l'armée. Et en fait, l'achat indirect de gaz russe par l'Union européenne, le budget qui est alloué à ces achats dépasse l'aide à l'Ukraine. Donc en fait, on donne plus d'argent à la Russie qu'à l'Ukraine, quoi. Donc en fait, la gauche et le centre prétendent combattre la Russie, mais en réalité, en fait, ils lui donnent de l'argent et ils mettent pas un centime dans la production d'obus. Donc c'est que de l'hypocrisie. La finalité, c'est que le pire cauchemar pour la Russie, c'est qu'un vrai gouvernement très radical de droite en France prenne le pouvoir, mette à 5% de budget du PIB dans l'armement et produise non plus de quoi se défendre, mais de quoi envahir. Donc en fait, la seule chose qui fait que on n'oblitère pas ces pays, c'est le gauchisme dans nos pays. Donc vous n'allez pas me faire croire que ces pays combattent notre gauchisme, c'est absolument faux, c'est leur meilleur allié. Bon, on va s'approcher bientôt de la conclusion et vous allez voir que tout ce léninisme biologique qui fédère tous les déchets génétiques d'Occident sera bientôt balayé et qu'ils vont à nouveau en chier, dans un monde libre. Je continue à citer Spandrel. Alors encore une fois, ce qu'ils ont fait, c'est de s'en tenir à la structure, promettre un statut élevé aux personnes de bas statut. Mais changer le contenu, s'adapter à l'époque, la société occidentale des années 1960 n'était pas du tout celle de 1860. Elle était beaucoup plus riche, beaucoup plus égale et beaucoup plus agréable. Les gens travaillaient 8 heures par jour, ils avaient des voitures et des télévisions, les filles étaient assez faciles, il y avait toujours une fête à laquelle aller, absolument aucun intérêt à mener une révolution communiste. Bien sûr, il y a eu la révolution de 1968, avec des trucs anti-vietnamiens et tout ça, mais c'était juste une grosse fête en plein air, pas une vraie révolution. Ça sonnait juste cool de l'appeler comme ça. Les ados de 1968 sont maintenant tous en position de pouvoir, et ils n'ont pas aboli la propriété privée. Mais encore une fois, le cliquet gauchiste n'est pas un ensemble particulier de personnes, c'est un méméplex avec une vie propre, un virus évolué pour concentrer le pouvoir, adoptant des idées qui aident dans le projet et écartant celles qui ne le font pas. Le socialisme économique, organiser les pauvres, ne fonctionnait plus en Occident, mais le principe est solide. Ils avaient juste besoin de trouver qui était de bas statut à ce moment-là. Et il y a toujours quelqu'un, car le statut est un jeu à somme nulle. Il y a toujours quelqu'un au sommet et quelqu'un en bas, même dans les sociétés égalitaires. Même si vous réorganisez la société pour qu'il y ait une égalité complète des chances, même si vous menez une révolution et que vous dissolvez chaque hiérarchie existante et que vous recommencez à zéro, il y aura toujours des personnes de bas statut. Parce qu'il y aura toujours la biologie. Certaines personnes sont grandes, d'autres sont petites, certaines sont belles, d'autres sont assez laides, certaines sont minces, d'autres sont grosses, certaines sont agréables, d'autres sont agaçantes, certaines sont cool, d'autres sont maladroites, certaines sont intelligentes, d'autres sont stupides, certaines font de bons choix, d'autres font de mauvais choix. Certaines respectent la loi et d'autres sont enclines au crime. La seconde de chaque paire sera de bas statut partout sur Terre. Même dans le communisme soviétique sous le commandant Trotsky, certaines personnes sont tout simplement nulles. C'est comme ça que les gènes fonctionnent. Et donc, heureusement pour le gauchisme, même après avoir atteint l'opulence, même après que la classe ouvrière ait disparu en tant que telle, il y avait encore beaucoup de matière pour faire avancer la cause du contrôle complet. Et donc, les groupes gauchistes ont commencé à agiter le statut pour les personnes d'origine africaine, pour les juifs, pour les femmes célibataires, pour les toxicomanes, pour les filles faciles, pour les obèses, pour les homos, pour les lesbiennes, pour les musulmans agressifs, pour les handicapés, pour les attardés, pour les déséquilibrés mentaux, pour les trans. Petit aparté, je le trouve un peu dur sur les juifs, parce que les juifs, d'après toutes les statistiques, ont quand même un statut social assez élevé. Aux États-Unis, il y a les stats ethniques, et pour le coup, ils font partie des catégories, des groupes, où le niveau socio-économique, et que ce soit en indicateur d'éducation ou de salaire, sont assez élevés. Donc je le trouve un peu cruel, mais peut-être que bon, l'époque c'était différent quand il a écrit l'article.
Ou alors ils pensent pas forcément à ça, mais moi je trouve ça un peu bizarre. Toutes les personnes qui étaient de bas statut dans la société occidentale et qui seraient de bas statut dans n'importe quelle société, parce qu'elles sont nulles et qui sont tout simplement pas productives, sans que ce soit de leur faute, certaines personnes naissent grandes, d'autres petites. Certaines intelligentes, d'autres stupides, certaines empathiques, d'autres psychopathes, certaines contentes de leur sort, d'autres avides de pouvoir. C'est comme ça. De la promotion de l'idée de Marx du prolétariat injustement opprimé, Marx n'était pas un homme bon, mais au moins il a essayé de présenter ses idées d'une manière qui avait du sens. Le Capital a demandé un vrai travail pour être écrit, mais ce n'était pas un accident contingent de son époque. Le gauchisme n'a pas besoin d'avoir du sens, il a juste besoin d'être mis en place. Ça pour moi c'est la phrase la plus importante de bio-léninisme. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens. C'est vraiment un truc qu'il faut que vous intégriez. Je vois sur les réseaux mais des gens qui sont hyper contents d'interpeller des gauchismes et dire alors, tu vois, t'es incohérent avec tes idées, nanani, oh dis donc c'est incohérent, dis donc c'est illogique, regarde t'as dit ça, nanani, nanana. En fait vous avez pas compris, c'est vous qui êtes des idiots, vous êtes pas en train de dire regarde comme tu es bête, t'as pas pensé à ça, lui il s'en fout en fait, ça n'a pas besoin d'avoir de sens, parce que vous voyez ça comme si cet individu désirait avoir une idéologie qui est cohérente et logique. C'est faux, ils s'en battent les couilles de ça, c'est un vecteur pour accaparer du pouvoir, donc le fait que ça ait du sens ou non n'a pas d'importance. Donc en fait c'est vous les idiots à les interpeller, c'est vous qui avez pas compris que ça n'avait pas de sens. Parce que le fait même que nous ayons le léninisme biologique comme principe organisateur de tous les centres de pouvoir en Occident, et qu'il ne cesse de s'aggraver dans le temps, et parce qu'il n'accomplit pas tout à fait le travail. Le travail est la concentration du pouvoir, c'est atteindre le contrôle absolu, ce que Lénine a fait. Ce qu'une fois Lénine a fait, ou plus précisément Staline a fait, le contenu idéologique de la gauche s'est stabilisé. Stulu a cessé de nager vers la gauche, mais ici dans l'Atlantique, Stulu nage depuis des siècles, devenant de plus en plus fou chaque jour. Et parce que il n'y a personne pour l'arrêter, nous avons une cathédrale, oui, un parti léniniste distribué et informel, assurant très efficacement que seuls leurs gens accèdent à des positions de pouvoir et d'influence, mais il n'y a pas de Staline, pas de Xi Jinping, même pas un misérable Poutine. On va approcher de la fin du podcast, et vous comprenez maintenant pourquoi débattre avec la gauche n'a d'intérêt que pour une minorité d'individus dont le travail est dans la communication, comme feu Charlie Kirk, mais fondamentalement, Charlie Kirk ne débattait pas avec la gauche pour faire changer d'avis la personne qu'il avait en face de lui. On l'a vu, le gauchisme n'a pas besoin d'avoir de sens, il a juste besoin d'être mis en place. Ils ne changeront pas d'avis, car l'ensemble de leur existence, leur statut social, la place qu'ils occupent dans la pyramide dépend entièrement de cette idéologie. Ils n'adhèrent pas à cette idéologie parce qu'elle fait sens, mais parce qu'elle leur apporte du pouvoir, d'accord ? Charlie Kirk y débattait avec la gauche pour attirer l'attention de jeunes conservateurs sur les campus. En fait, si on compare les chiffres sur les votes aux élections présidentielles américaines 2016, 2020, 2024, on peut estimer que Charlie Kirk et son organisation Turning Point a eu un impact sur le vote des jeunes, non en faisant changer des votes, mais tout simplement en augmentant la quantité de jeunes hommes blancs qui sont allés voter. Alors c'est vrai qu'il y a eu une hausse un peu des votes des jeunes noirs et hispaniques pour Trump, mais quantitativement ils sont pas très nombreux, donc en fait, par exemple les Afro-Américains ils représentent que 13% de la population américaine, donc ils peuvent pas changer une élection. En fait les sondages montrent que les jeunes hommes sont de plus en plus conservateurs et que les jeunes femmes sont de plus en plus progressistes. Or, les jeunes se déplacent très peu pour aller voter, et donc l'objectif de Charlie Kirk était d'aller mobiliser cette réserve électorale. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, Charlie Kirk se concentrer sur un électorat qui était déjà acquis à sa cause, mais il fallait convaincre de l'importance d'aller voter un jour dans l'année. Alors c'est sûr, se déplacer un jour c'est pas grand chose, mais même pour ceux qui ont des convictions, le jeune pense à autre chose, et il oublie les élections, il est dans une période avec des révisions, les partiels, il y a une rupture amoureuse, peut y avoir un match de la NFL prévu avec les copains, etc., etc. Donc il faut parvenir à accaparer leur attention et leur faire comprendre l'importance de l'enjeu sur une seule journée. Donc c'était le travail de Charlie Kirk. Sauf que vous et moi, on n'est pas Charlie Kirk. Notre travail consiste pas à être l'organe de communication d'un parti. Donc pour nous, ce n'est pas utile de débattre avec la gauche. On s'en fout de leur faire changer d'avis, tout simplement parce que leur avis ne compte pas. Si vous devez prendre un seul message après ce podcast, c'est leur avis ne compte pas. L'idée universaliste que nous devrions tous échanger nos thèses, débattre, contre-argumenter, et que de ce processus darwinien émergeraient les meilleures idées, car nous sommes tous doués de rationalité, c'est un scam. La gauche nous arnaque avec l'illusion qu'en maniant une logique implacable,
elle changera raisonnablement d'avis, admettra que 1 + 1 = 2. En fait, c'est faux. Son avis ne dépend pas de la logique. Elle dira toujours être pour l'échange tant qu'il n'y a pas de violence, puis dira que vos idées sont intrinsèquement violentes et qu'elles ne devraient donc pas avoir leur place dans l'échange. Par exemple, on rembourse la transition de genre. Ça veut dire que Nicolas, 30 ans, il paie pour ça. Vous êtes pas d'accord parce que ces gens n'ont pas de soucis de santé, donc il n'y a pas à les rembourser parce que physiquement un transgenre est en bonne santé, donc c'est dans sa tête, c'est lui qui estime qu'il est dans le mauvais corps, mais il n'y a pas d'indication médicale à rembourser les transitions. Donc vous voulez pas payer pour ces opérations, sauf que c'est pas comme ça que ce sera présenté. On dira que vous êtes opposé à l'existence des transgenres vu que vous n'accompagnez pas financièrement leur transition. Si vous êtes opposé à leur existence, vous voulez les tuer. Donc refuser de payer pour leur transition est une idée intrinsèquement violente qui ne devrait pas pouvoir être exprimée dans le débat démocratique. Et si vous exprimez malgré tout ces idées, un fou vous mettra peut-être une balle dans la carotide et tous les autres diront « je condamne, mais » vous propagiez des idées violentes, donc sans surprise, cette violence s'abat sur vous. Puis des sondages montreront que 20% de la gauche considèrent que la violence politique peut se justifier. Donc si vous donnez de l'importance à l'opinion de la gauche, à ce qu'elle pense de vous, et de temps en temps, ils diront pas forcément que vous êtes méchant, mais juste que vous êtes bête, et il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à vouloir apparaître intelligents, et donc seront prêts à moduler leurs idées, voire à les changer complètement pour avoir l'air moins idiots aux yeux de la gauche, et tout cela c'est du pouvoir que vous accordez à la gauche. Je vais vous spoiler un truc. On fera un podcast sur le Heritage Foundation, qui est un think tank conservateur, et on verra que la gauche admet que vous êtes intelligent, pas quand vos idées semblent intelligentes, mais quand vous gagnez, d'accord ? Aujourd'hui, tous les médias et tous les démocrates admettent que le Heritage Foundation, ils sont diaboliquement intelligents, et pas parce qu'ils parlent de lutte des classes, d'anticapitalisme, donc pas en reprenant les conneries marxistes, mais parce que le Heritage Foundation fait littéralement licencier des gauchistes au sein du gouvernement, donc ils sont en train de gagner, et donc dans une partie d'échecs, vous pouvez pas traiter d'idiot quelqu'un qui vous a battu. Il faut penser à une chose, c'est que dans la société civile, la droite c'est qui ? C'est l'industrie, c'est la finance, c'est la production, c'est la police, c'est l'armée. Donc c'est à la fois l'argent et la force. Donc vous imaginez bien que le dialogue démocratique entre les deux camps politiques n'existe que parce que la droite le tolère. Et moi, en ce qui me concerne, je le tolère plus, parce que je considère que c'est une perte de temps et d'énergie. Et c'est pour ça que j'ai mis sur la vignette « fin du débat », parce qu'en ce qui me concerne, je débat plus. J'espère que ça vous a plu, c'était Bioléninisme de Spandrel. Je vous propose qu'on termine avec une perspective néo-réactionnaire pour les États-Unis. Et la question en fait c'est pourquoi toutes les merdes qui sont fédérées dans le bioléninisme luttent. Contre quoi luttent-ils en fait ? C'est quoi le risque ? Eh bien, le risque à leurs yeux, c'est le grand comeback de la pyramide à l'endroit. C'est le retour de l'ordre naturel. Je cite Spandrel. L'Occident reste l'empire vassal des États-Unis, et les États-Unis de leur côté ne maîtrisent pas très bien l'art de l'absolutisme, mais ils finiront par y arriver, ils s'en approchent. Les gains potentiels sont tout simplement trop grands. Là où il y a une opportunité de saisir le pouvoir, quelqu'un finira par le faire. Tout ce qu'il, ou plus probablement elle, devra dire à ce stade, c'est « Donnez-moi le pouvoir, ou sinon vous tous ». Toutes ces femmes grosses et désagréables avec des emplois fictifs de bureau, tous ces étrangers vivant aux frais de l'État, toutes ces personnes simplement insupportables avec leur mode de vie malsain, vous allez devoir affronter une autre réalité. Donnez-moi le pouvoir, ou si vous ne le faites pas, nous reviendrons en 1959. Il sera de nouveau acceptable d'être blanc, et vous devrez tous faire votre lit, ranger votre chambre et travailler pour de vrai. Vous serez livrés à vous-même.